trouve que ce qu'ont fait mes associés avec moi, c'était vraiment super. Quand je suis arrivé chez CK, je me suis dit, on est 40, je suis pas meilleur qu'un autre techniquement. Comment je fais pour me différencier? Et du coup, j'ai dit, bon, si je veux faire la diff avec les autres collaborateurs, je vais faire quelque chose que personne ne fait. C'est que je vais apporter des clients. Un jour, il y a Cédric et Daniel qui me disent pourquoi tu fais ça? Je dis bah parce que je veux me différencier. Et ils me disent qu'est-ce que t'en dis si on te fixe un objectif et quand cet objectif il est atteint, bah, du coup on crée une structure, même si t'es pas encore diplômé, et t'es associé sur cette structure. Et là je dis putain mais c'est quoi ces mecs? Je me dis putain c'est super faire. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau podcast de la chaîne Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Jonathan Kalfa, expert comptable. Salut Jonathan, comment vas-tu? Salut Nico, ça va très très bien, je te remercie de me recevoir. Eh ben, avec grand plaisir, on se connaît depuis quelques années quand même. T'es expert comptable. Ce que j'aimerais qu'on puisse traiter dans cet épisode, c'est tu bosses dans un cabinet d'expertise qui fait plus de 10 millions d'euros de CA. Je vais te laisser le présenter après. Mais du coup, j'aimerais comprendre aussi un peu ton parcours et les grands enjeux qui ont fait que, au moment où je vous ai connu, vous étiez à peu près une cinquantaine de collabs, aujourd'hui une centaine. Et j'aimerais comprendre comment ce cabinet a évolué et les grandes étapes qui ont permis cette croissance. Je te demande plutôt de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et présenter aussi un peu CK tout de suite pour qu'on puisse aussi un peu savoir dans quel... Ouais, ça marche. Bah, je commence par CK. Vas-y. Du coup, CK, c'est un cabinet qui a été cofondé par deux de mes associés, Daniel Kessous et Cédric Meyer, en 2001. Donc, c'est un cabinet qui a plus de 20 ans. Okay. Moi, je suis arrivé en fin 2014. C'est un cabinet qui a aujourd'hui plus de 100 collaborateurs sur les métiers de l'expertise comptable, mais aussi sur des activités périphériques. On en parlera sûrement un peu plus tard. On fait aujourd'hui à peu près 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre objectif à 2030, c'est de doubler en chiffre d'affaires. Moi, donc, je suis arrivé en 2014, fin 2014. On était une quarantaine, je pense, 45. C'était un cabinet qui a toujours eu une croissance organique, toujours depuis 2001. Mes associés, ils n'ont jamais connu une année avant que j'arrive où ils n'ont pas fait une croissance intéressante, on va dire. Donc l'effectif s'est toujours développé petit à petit. Alors ils étaient assez précurseurs, mes associés. Daniel et Cédric ils sont bons, ils sont assez visionnaires et tout, et du coup ils ont compris très tôt que les tâches à faible valeur ajoutée c'était pas forcément intéressant pour nous et qu'il fallait qu'on mise à fond sur le conseil, sur voilà, apporter de la valeur aux clients. Alors, il y a beaucoup de cabinets qui le disent parce qu'aujourd'hui c'est un peu la mode, hein. Mais c'est vrai que pour le coup on le fait, voilà. On accompagne vraiment nos clients sur le conseil, on leur fait économiser de l'argent quand on peut, on les aide à se développer au niveau de leur patrimoine personnel, développer leur activité, etc. Et du coup c'était c'était un peu l'état des lieux quand je suis arrivé. Et toi, t'es arrivé en tant que quoi? Donc toi, t'es expert comptable aujourd'hui, mais c'était quoi un peu l'envers du décor, toi, à titre perso, quand t'as rejoint CK, et pourquoi tu les as rejoints? Alors moi, je les ai rejoints fin 2014 en tant qu'expert comptable stagiaire. Je sortais d'entreprise parce que je voulais pas commencer par un cabinet. Donc j'ai fait mon apprentissage de DSCG, je l'ai fait en entreprise. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, je ne sais pas comment je vais faire pour conseiller des dirigeants d'entreprise si j'ai jamais mis le pied dans une entreprise. Quand on sort de DSCG, si on n'a pas fait des jobs d'été, on n'a même pas travaillé dans sa vie, quoi, tu vois. Mais toi, tu avais déjà envie de devenir expert comptable quand tu étais jeune? Parce que avoir cette vision-là quand on est étudiant, ça veut dire que tu savais quand même ce que tu allais faire. Alors moi, au départ, je savais pas du tout ce que je voulais faire jusqu'à ce que j'arrive moi, j'ai fait un bac gestion, tu vois. Ouais. Et c'était, désolé, hein, mais c'était un peu la voie de garage, parce que comme beaucoup le voient, c'est souvent ça. Et en fait, moi, mes professeurs me demandaient d'aller dans d'autres voies, et je voulais aller en gestion, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, et je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait un peu sûrement là-dedans. Je sais pas pourquoi, parce que je connaissais pas du tout. J'ai pas d'expert comptable dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur particulièrement. Moi, mes parents, ils ont toujours été salariés, etc. Donc, je sais pas pourquoi j'étais attiré là-dedans. Et en fait, c'est important aussi par rapport à ce que toi tu proposes, hein. C'est moi ce qui m'a donné envie d'être expert comptable, c'est mon premier cours je suis arrivé en gestion, mon premier cours avec mon prof, qui est Monsieur Borgia. J'espère qu'il tombera sur cette vidéo. Je l'oublierai jamais. C'était un personnage, tu vois. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie. Bah, c'était quoi, du coup, son attitude? Tu vois, parce que les professeurs, ils peuvent avoir justement cette possibilité de pouvoir créer des vocations ou au contraire, complètement dégoûter de quelqu'un d'une matière. Qu'est-ce qui a fait que lui, il a réussi à te sensibiliser et te donner envie?
En vrai, il avait un discours qui était très terre à terre, très concret. Il est arrivé avec sa sympathie, un petit monsieur tout musclé. Je te jure, il était trop sympathique. Et puis, du coup, déjà, il donnait envie de l'écouter parce qu'il avait le sourire et il paraissait heureux de transmettre, tu vois. Et ça, on l'a vu en 5 minutes. C'était vraiment le premier cours de l'année. Hein. C'était vraiment ça. Et puis, il est arrivé, il a pris le tableau et il a affiché au tableau, il a marqué DCG. Après, il a fait une flèche, il a marqué 3 ans. Après, il a mis DSCG, il a refait une flèche, etc. Il a mis le parcours, il a mis DEC, il a entouré DEC et il a dit voilà, la voie royale. Si vous voulez bien gagner votre vie et faire un travail qui va être hyper intéressant, ne vous trompez pas de voie, faut aller au bout. Et en fait, moi, j'adore le challenge en plus. Et du coup, quand j'ai vu ça, et vraiment, pour le coup, je te promets que je travaillais pas à l'école. Ma mère, la pauvre, elle en avait marre. Et en fait, j'ai eu un déclic. Et c'était retournement complet, quoi, en fait. Il a sensibilisé quelque chose dans ton fort intérieur. Tu avais ce goût de te dépasser. Tu t'es dit, il m'a montré le chemin pour aller vers le meilleur, en tout cas dans la filière. Et comme toi, tu avais cette sensibilité, ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai reçu pas mal de personnes ici sur le podcast. Et souvent, j'entends cette partie concrète, en fait. Le professeur m'a montré du concret. Et donc, ça veut dire que même dans la manière dans laquelle il faisait ses cours, c'était pas trop théorique. Non, il arrivait quand même à le rendre ludique, on va dire. Tu vois ? C'est un peu comme les enfants, en fait. Ça, on dit, moi j'ai un fils, il a 4 ans. Quand je lui explique des choses, j'essaie d'être ludique, j'essaie de conceptualiser un peu, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, quand on apprend des choses aux enfants, ça peut être abstrait pour eux. Voilà, Et du coup, j'essaie de conceptualiser. Ben, en fait, c'est ce qu'il faisait avec nous. Voilà. Il conceptualisait les choses, ça devenait concret, palpable. Et du coup, ça percute plus le cerveau que quand c'est hyper abstrait, tu vois. Donc, lui, il te donne envie, tu pars dans l'entreprise. Je trouve ça assez malin de se dire, si j'ai pas vu la boîte de l'intérieur, comment je pourrais conseiller des dirigeants. T'en as appris quoi de cette expérience professionnelle en entreprise? Oh, plein de choses. J'étais rattaché à un DAF et en fait, du coup, je faisais très peu de compta. Et je le savais hein, déjà. Je suis parti dans ce poste, c'était finance, contrôle de gestion. Et en fait, ne pas faire de compta, ça me dérangeait pas. Alors, mes profs me disaient non, tu vas avoir du retard. Quand tu vas sortir de DSCG, que tu vas vouloir aller en cabinet, tu auras un gros retard et tout. Et moi, j'étais persuadé que la compta, ça se rattrape, ça s'apprend. Par contre, une expérience où tu es à l'intérieur d'un service financier, où on te fait participer à comment amener le dirigeant à la prise de décision, etc. Ça, par contre, je le verrai pas. Et au final, quand je suis sorti de mes 2 ans d'apprentissage, j'ai vu la différence avec mes potes, du coup, qui étaient en cabinet, qui avaient une vision très, très comptable des choses. C'était technique, quoi. Voilà, très comptable des choses, très écriture comptable, déclaration, etc. Moi, je faisais un petit peu de compta, mais par contre, sur tout le reste, j'avais une vision d'ensemble qui était vraiment différente, tu vois. Tu sors de DSCG, tu vas en cabinet. Donc là, tu décides de faire devenir expert comptable. Tu commences le stage et tu vas chez CK. Quelle est ta mission? Quelles sont les tâches qu'on te donne? Sachant que, si ma mémoire est bonne, tu dis tout à l'heure que tu les as intégrées en 2014-2015. Donc la technologie, ça va aussi rapidement. C'était quoi ton chantier? Qu'est-ce que tu faisais, toi, en tant que stagiaire mémorialiste, tu vois? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, et ça, bah, on a déjà fait une vidéo ensemble. Et du coup, on peut renvoyer les gens aussi pour la voir. C'était je crois que ça s'appelait La vie d'un jeune expert comptable. Exactement. Et c'était peut-être 2 ans après mon arrivée chez CK ou 3 ans après mon arrivée chez CK. Et en fait, 3 ans après, parce que je venais d'être diplômé du coup. En fait, moi, j'ai commencé par être collaborateur, logiquement, hein, parce que du coup, effectivement, sur la partie compta et tout, j'avais du retard par rapport aux autres. Donc, j'ai mangé du dossier, hein. Clairement, hein, j'ai mangé du dossier hyper varié. Mais au début, ils voulaient même pas m'embaucher. Parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de poste vacant. Et en fait, je voulais absolument rentrer dans ce cabinet. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement? Parce que je me rappelle, on en avait discuté justement dans cet échange où tu avais dit je voulais rentrer chez eux, ils ne voulaient pas de moi. Donc, comment j'ai fait pour y arriver? C'est ça, c'est qu'en fait, je ne sais pas te l'expliquer. Comme quand j'ai été en gestion, je ne sais pas pourquoi j'ai été hyper attiré vers ce cabinet. Je me souviens qu'on m'a présenté Cédric, qui est donc un de mes associés aujourd'hui. Et en fait, avant d'aller au rendez-vous, j'ai regardé le site internet.
j'ai vu qu'ils faisaient des choses un peu différentes. Le site donnait envie, tu vois. Pourtant, c'est un site, bon, maintenant, si tu le regardes, on l'a refait depuis, mais il avait rien de particulier. Mais tu vois, voir les services, la valeur ajoutée, le positionnement du cabinet me donnait envie. J'avais fait des stages en cabinet d'expertise comptable. J'ai fait des stages qui te donnaient pas envie d'aller vers l'expertise comptable. Parce que c'était pas ma vision. Ça peut correspondre à des gens, je ne juge pas, hein. Mais c'était pas ma vision, tu vois. Et du coup, j'ai eu cette accroche tout de suite. Et puis, ils m'ont dit, non, il n'y a pas de place. Et je l'ai harcelé, hein. Je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché. Il m'a donné un deuxième rendez-vous. J'ai rencontré Daniel. Daniel m'a dit, non, mais t'as un bon profil, mais on n'a pas de dossier à te donner. On va pas recruter alors qu'on n'a pas de dossier à te donner. Donc, je lui ai dit, OK, si c'est un problème de budget, je m'en fous. Embauchez-moi au SMIC. J'avais la chance de vivre chez mes parents à ce moment-là. J'ai pas besoin d'argent. Je voulais juste accumuler de l'expérience, de l'apprentissage, tu vois. Et donc, en forçant comme ça, là, ils se sont dit, oula, il a faim, lui. Tu m'étonnes. Et du coup, ils ont rentré un petit groupe de dossiers. Et ça me donnait pas de quoi remplir mon portefeuille, mais ils m'ont dit, allez, vas-y, viens, c'est bon. Et du coup, j'ai commencé comme ça, chez CK. Ouais, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu as mis une humilité la plus totale. Toi, tu avais envie d'apprendre. Ça me permet de rebondir. Tu vois, j'ai pris une petite note, tu vois. Je vois beaucoup la jeunesse aujourd'hui dans l'industrie de la comptabilité. Je ne sais pas ce qu'on leur dit à l'école, précisément. Est-ce que ce seront les futures élites de demain? Mais tu vois, ils ont certainement parfois aussi un peu cette approche qui est un peu différente. Tu vois, moi aussi, je suis rentré en cabinet il y a une dizaine d'années en arrière. Enfin, si tu voulais taffer, il fallait te donner, quoi. Tu vois, aujourd'hui, le monde, il a changé. Ça marche pas comme ça. Maintenant, je parlais avec un expert comptable il y a pas longtemps. Il y a des divas, tu vois. C'est quoi un peu l'approche que toi, tu as pu voir au moment où toi, tu es rentré avec cet état d'esprit et les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché, tu vois? C'est un vrai sujet du moment. On en parle beaucoup avec nos associés, nos managers. Je leur explique que, parce qu'il y en a certains chez nous qui n'ont pas encore compris que on peut pas se baser sur notre expérience du passé. Ah bah ça, c'est clair. Ça ne marche plus. Ah ouais, c'est clair. Et en fait, il suffit de regarder... je regardais l'autre fois un petit sondage de nos amis de Vite Comptable, Yes. qui concerne du coup qu'est-ce qui te ferait quitter ton cabinet. Il y a 3000 ou 4000 votants, donc c'est un panel intéressant. Quand même, ouais, pas mal. Et puis, ce qui ressort, mais vraiment, mais costaud, c'est équilibre vie pro-perso. Moi, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand j'ai commencé, je me posais même pas cette question-là. Ouais, c'est clair. Et quand j'interroge les gens de notre génération, ils ne se posaient pas cette question-là. Et aujourd'hui, les gens se la posent. Et c'est peut-être légitime et c'est peut-être normal. Et c'est ce que j'explique chez nous. C'est que je leur dis, on peut pas, parce qu'on est un cabinet comptable avec beaucoup de volume de dossiers entrants. Et comme le marché étant tendu, on a du mal à recruter. Nous, on est ouvert, hein. Franchement, là, demain, il y a 7-8 profils qui arrivent et qui sont bons, on les prend tous, hein. On est vraiment ouvert pour recruter. Et on a beaucoup de mal. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on peut pas demander aux gens de travailler plus qu'ils ont un contrat de travail. S'ils finissent à 18h, tu peux pas leur reprocher de partir déjà même à 18h30, tu vois. C'est clair. C'est normal, en fait. Donc, s'ils veulent un équilibre dans leur vie, on peut pas se plaindre de ça. C'est légitime, c'est leur droit en fait, ça. Et c'est vrai qu'avant, on ne se posait pas cette question-là. Après, il y a encore des profils qui ont compris que pour avancer dans notre métier, il faut voir beaucoup de choses. Pour voir beaucoup de choses, malheureusement, il faut manger du dossier. Ouais. C'est vrai que comme tu dis, il y a des divas. Nous, on a recruté des gens qui sont arrivés, qui avaient 0 expérience et qui me disaient « Oui, mais moi, je veux faire du conseil. » Bah oui, mais mon ami, pour que tu fasses du conseil, il va falloir que tu apprennes un peu pas mal de choses avant. Donc, il y a la technique, certes, mais il y a aussi apprendre la relation client, apprendre à vendre des choses, parce que nos collaborateurs, c'est aussi nos commerciaux. Donc, il faut qu'ils apprennent à vendre des choses, il faut qu'ils apprennent à lire des comptes, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de faire du conseil. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'on leur dit aujourd'hui à l'école. Moi, à l'école, quand j'étais en cours, on ne me disait pas tu vas sortir et tu vas faire du conseil, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on leur dit aujourd'hui, si c'est eux qui se mettent ça dans la tête ou si c'est le système éducatif supérieur. Mais en tout cas, c'est vrai que de plus en plus, on voit des gens arriver et dire
je veux faire du conseil. Ouais, sauf que effectivement, pour conseiller des gens, il faut quand même passer par une étape préalable, avoir compris comment fonctionne une boîte, avoir compris comment on analyse des chiffres, et aussi pour pouvoir les retraduire à quelqu'un, tu vois. C'est pas parce qu'on a appris des agrégats financiers en finance à l'école qu'on va savoir les vulgariser à un entrepreneur, je sais pas, dans un business SaaS, une boulangerie, un resto ou je sais pas, un artisan qui façonne des Suffit produits pas, en ça cuir. suffit pas. On est d'accord. Oui, ça suffit pas. En fait, il faut comprendre le business du client. Et il y a même, on va parler après, je pense, on va en venir après de notre plan de formation qu'on est en train de refondre totalement. Et dedans, on intègre une partie business, compréhension business, tu vois, entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, pour certains, c'est inné, pour d'autres, ça l'est pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec un client, la principale chose, c'est déjà de comprendre ce qu'il fait. Et de comprendre ses attentes, comprendre ses besoins, comprendre ses craintes d'échouer, comprendre comment il veut réussir. C'est tout ça qui est important. Tu vois, tu reçois souvent des entrepreneurs aussi. Et du coup, à force, je pense que ta compréhension du business, et même toi, parce que tu as entrepris maintenant, c'est pas la même que quand tu as commencé en compta il y a 10 ans. Ah bah ça n'a strictement rien à voir. Ça, on est clairement d'accord, hein. Quand tu arrives, tu n'imagines même pas à quel point les chiffres d'une boîte, ça traduit énormément de choses dans la manière de consommer, l'ambition d'un entrepreneur, pourquoi il entreprend, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est sa vision, quels sont les risques qu'il prend. Tu vois. Et puis, en fait, en fonction de tout ce qu'il a pu faire un peu par le passé, bah, ça fait une traduction chiffrée dans son bilan, son compte de résultats. Et puis, OK, tu as une situation, et puis après, avec cette situation, comment tu vas construire et piloter l'avenir. Et si tu te concentres que sur la technique, tu ne peux pas jouer le rôle de business partner, quoi. Tu vois. Si toi, tu ne comprends pas mon industrie, et tu me dis, bah écoute, ton EBE, ta marge, c'est ça, et puis il ne se passe plus rien, bon, c'est naze, quoi. C'est ça. J'ai aucune valeur à te donner un chiffre. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, le rôle de conseil, bah, il a même pas son sens, en réalité. Quand tu fais face à un expert comptable ou un cabinet qui est en mode que production, et il n'y a pas ce rôle où tu peux exprimer tes émotions, discuter, parler de tes problèmes. Et donc, yes, je vois très bien. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un sujet. Parlons directement du plan de formation. Tu vois, ce serait intéressant. Le monde éducatif, aujourd'hui, il sort des diplômés de DCG, DSCG. Donc, ce sont des diplômes qui sont globalement très bons techniquement et qui sont aussi un peu critiqués parce que l'évolution du monde, elle va aussi un peu plus vite que la transformation de ces diplômes. Donc, comment vous assurez, justement, avec vos propres armes, de pouvoir réadapter les compétences des gens pour les façonner à faire du conseil, de la relation client, vendre? Qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, ce qui s'est passé, je vais te faire la petite démarche qu'on a eue au cabinet. En fait, il y a l'arrivée de la facture électronique. La facture électronique, ça va arriver demain. Plus vite qu'on peut s'y attendre même, pour certains comptes, pas pour tous, mais petit à petit, ça va être tous nos clients qui vont être concernés. Aujourd'hui, on a plein de clients qui pensaient ne pas être concernés parce que c'est des petites boîtes, mais ils travaillent avec des grands comptes qui vont leur exiger justement de placer par des plateformes. Donc, ça va toucher beaucoup de nos clients. Et notre métier va donc changer. Aujourd'hui, il a déjà changé par rapport à il y a 6-7 ans parce qu'on n'a pas les mêmes outils. Voilà. Nous, on travaille avec deux outils. On travaille avec MyUnisoft et on travaille avec Pennylane. Ça dépend parce qu'on a deux entités distinctes avec deux positionnements différents. Et en fait, ces outils nous permettent donc d'automatiser, de pré-traiter une partie des tâches. Donc forcément, on ne travaille plus de la même façon. L'arrivée de la facture électronique, ça va être accru encore plus, puisque du coup, le métier va vraiment changer. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont vraiment très, très bons en gestion de portefeuille, tu vois, qui gèrent très, très bien leur dossier, qui ont une relation client qui est plutôt correcte, plutôt bonne. Et on a d'autres collaborateurs qui ont un peu plus de mal à bien gérer leur portefeuille, problème d'organisation ou autre, mais par contre, qui sont très, très bons dans la relation client. Et en fait, on s'est dit, les excellents collaborateurs d'aujourd'hui, par rapport à ce que veut le marché aujourd'hui, ne sont pas forcément les excellents collaborateurs qu'on aura demain, puisque le métier sera plus le même. Yes. Tu vois ? Et donc, on peut pas laisser les gens bons aujourd'hui sur le côté, sans les faire monter en compétences sur la relation client notamment, sur le conseil, sur les échanges, etc. Et du coup, on s'est dit, on a mis un espèce de drapeau, allez, c'est parti, c'est la révolution au cabinet. Et puis, on a mis en place un plan de formation qu'on a appelé un plan de formation progression, où en fait, notre démarche, c'était de dire, OK, on va faire des bilans de compétences
de tous nos collaborateurs. Donc, en fait, nous, on est organisé avec un manager qui chapeaute une équipe de 3 à 10 personnes. Chaque manager va faire un bilan de compétences avec son équipe, individualisé, hein, sur des critères techniques, relationnels, sur beaucoup de choses. On a 5-6 critères, en gros. Avec les managers, on les a définis ensemble. Et en fait, tu as un bilan de compétences avant et on connaît la ligne d'arrivée. C'est notre bilan de compétences cible, en gros. Okay. Et en fait, on s'est dit, on va mettre en place un plan de formation. C'est un gros catalogue de formations. Dedans, il y a une cinquantaine de formations. Et en fait, le but, c'est de faire passer du point A au point B en sélectionnant les bonnes formations. Donc, le manager, en fait, il va prendre le profil de son collab, il va dire, OK, c'est un profil comme ça. On va lui mettre telle formation, telle formation, telle formation. Et le but, c'est qu'il arrive là. Donc, on a un point de départ, une ligne d'arrivée. Et le but, c'est de les faire progresser jusque-là pour rétablir les déséquilibres de certaines compétences. Après, on n'aura pas... c'est pas des robots, les gens. Donc, on va pas les faire arriver tous au même niveau, au même moment. Mais le but, c'est quand même de les faire progresser parce que c'est important. Sinon, ils vont être laissés sur le côté. Et puis derrière, ils ne pourront pas remplir pleinement leur mission. Donc voilà, le but, c'est ça. Cette partie formation, elle est hyper intéressante. Comment est-ce que c'est des gens en interne qui font les formations internes? Est-ce que vous prenez des prestats externes? Est-ce que les collaborateurs, quand même, ils ont le choix et l'opportunité de se dire « Ah bah tiens, moi ce profil cible, quand tu m'en parles, ça m'intéresse d'y aller. » Quel est le choix, en tout cas, que le collaborateur peut avoir justement dans cette évolution-là? Déjà, pour répondre à ta première question, l'idée, c'est qu'une majorité des formations soient dispensées par des gens en interne. Yes. Donc, soit des associés, soit des managers, soit des collaborateurs même, qui ont des sujets qui ont envie de traiter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, justement, c'est déjà le cas aujourd'hui. S'il y a des collaborateurs qui veulent faire des formations, c'est avec plaisir. Voilà. On pousse à ça. On a même mis en place une prime de formation. Donc, si nos collaborateurs forment le cabinet sur des sujets en particulier, bah, ils ont une prime, ils ont un petit bonus. Comme ça les pousse aussi à partager et à échanger avec les autres. Mais du coup, on doit quand même se faire aider, accompagner, parce que nous... on n'est pas de ce métier-là, que ce soit pédagogique, on va dire. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai contacté Céline Mansancal, que j'ai découvert dans un de tes podcasts, yes. Qui est donc une superbe prof. Et quand je vois sur LinkedIn tous ces anciens élèves qui sont fans d'elle, c'était parfait. Et du coup, on l'a contactée, on lui a expliqué un petit peu notre vision. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Elle a adhéré au projet et du coup on va travailler avec elle sur aussi la partie soft skills, donc l'aisance à l'oral, gagner en confiance en soi. Voilà, c'est des choses qu'elle sait faire et on va pourquoi pas aussi faire intervenir des profs de théâtre. On va essayer de voir aussi s'il y a 1 ou 2 clients qui seraient intéressés pour intervenir aussi pour la partie compréhension des business, etc. Parce que c'est important aussi d'avoir la vision de nos clients. Donc ça va être un peu un mélange un peu entre plusieurs intervenants de plusieurs styles différents. Mais il faut qu'on arrive à le rendre un peu pédagogique et beaucoup pratique, voilà, pour que ça intéresse. Ça, c'est important. Comment est organisé le cabinet aujourd'hui? Parce qu'il y a souvent dans des cabinets, on a un espèce de chef de mission et puis des collaborateurs un peu uniques, tu vois, qui font un peu de tout, quoi. Qui font le bilan, qui font la relation client, qui s'assurent du suivi, etc. Souvent, ça paraît beaucoup de compétences pour une seule personne unique, sachant que le cursus, il t'apprend pas ça. Il t'apprend à être un bon technicien. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi un peu l'organisation chez CK? Alors, nous, on a des managers. Donc, on est une équipe d'une dizaine de managers. Donc, manager, c'est associé, non associé. Moi, je suis un manager, par exemple, tu vois. Donc, nous, déjà, au cabinet, on fait des réunions managers tous les mois qui durent à peu près 2 heures, où on traite tous les sujets importants du moment. Les managers, c'est les relais auprès de leurs équipes. Parce qu'on a des managers, en fait, qui ont des équipes, des managers qui n'ont pas d'équipe. Par exemple, on a un manager qui est le secrétaire général du cabinet. Lui, il n'a pas d'équipe. Mais par contre, il est là pour veiller à ce que les stratégies qu'on met en place, elles se déploient bien. Voilà. Lui, il est là en tant que garde-fou, nous aider à mettre en place les stratégies, etc. On a un manager qui fait de la qualité, on a un manager qui est, lui, plus sur la partie commerciale, etc. Et donc, on a des managers d'équipe, managers de portefeuille. Ces managers de portefeuille, eux, ils ont une double mission. La mission, c'est d'encadrer une équipe, donc les former,
les faire monter en compétences, encadrer les dossiers, superviser les dossiers, etc. Mais c'est aussi, ben, et ça c'est une deuxième mission qui était importante pour nous de leur donner, c'était de participer au développement du cabinet. Et du coup, c'est pour ça qu'on les fait participer, bah, je sais pas, quand on fait des campagnes de com avec des vidéos, quand on fait, voilà, quand on travaille sur des montages, parce qu'on prépare des montages des fois pour certains de nos clients, et du coup, quand on les élabore, bah, on fait participer nos managers. Voilà, c'est plein de choses, même quand on met en place des services. Là, en ce moment, on est en train de mettre en place le service d'assurance. Donc, on est en train de créer CK Assurance, donc avec une pilote de projet hein, qui est une professionnelle des assurances en général. Et du coup, bah, on fait participer les managers aussi à comment on définit les offres, comment on va déployer auprès de nos clients, etc. Voilà. Sur la partie qualité, tu vois, souvent, il y a quand même des entrepreneurs qui ont comme ligne de mire leur expert comptable où ils disent lui c'est l'homme ou la femme qui va m'aider, qui sauve ma life. Et puis il y en a d'autres, ils vont quand même leur taper dessus, tu vois, il est toujours en retard, etc. Comment vous veillez à assurer un niveau de qualité et toujours l'améliorer au fil du temps? Nous, c'était le sujet du séminaire il y a, je crois que celui de l'année dernière, celui d'il y a 2 ans, je sais plus. On fait des séminaires chaque année, tu sais. L'année dernière, on est parti à Marrakech. Faut que les gens rejoignent le cabinet, tu vois, c'est intéressant. On a fait la Martinique, la Guadeloupe. Là, on a fait Marrakech. Cette année, on part au Portugal. Et du coup, à chaque fois, on a des thèmes qui sont des thèmes principaux. Et là, le thème principal, donc je crois que c'était l'année dernière, c'était la qualité. Oui, c'était l'année dernière. C'était la qualité. Parce qu'on fait des enquêtes de satisfaction. Et on s'est aperçu, en fait, que sur certains points, on pouvait s'améliorer, comme tout le monde et toujours. Et du coup, ça mettait en évidence le fait qu'on n'avait pas assez de contrôle qualité. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au cabinet, il n'y avait pas de manuel de procédure. C'est vrai que ça se fait beaucoup, donc on en a fait un. Après, il n'y avait pas comment dire, de cahier de process, tu vois, vraiment pour processer notre production. Et du coup, quand on a fait ce séminaire, le but, c'était de mettre en place des leviers de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il y a un des associés qui fait de la qualité maintenant. C'était pas le cas avant. Pas, moi, ça va de respecter nos règles déontologiques, par exemple, en matière de lutte anti-blanchiment, à est-ce que les outils sont bien paramétrés? Parce qu'on parle souvent des outils, mais ce que j'ai expliqué pendant des mois à nos équipes, parce que forcément, quand on est collaborateur, on se dit ouais, mais ça va, ça me prend 2 minutes de faire ça, hop, je le fais, et puis je paramétrerai bien l'outil le mois prochain. Et puis ça traîne, et puis ça traîne, et puis ça traîne. Et puis au final, on peut avoir tous les outils du monde, s'ils sont pas optimisés et bien paramétrés, on n'en fera rien du tout. Carrément. Donc, et quel que soit l'outil, hein, qu'on parle de Time, qu'on parle de... Nous, on les a tous essayés. Donc, et au final, le constat est le même. Il n'y a aucun outil aujourd'hui qui s'auto-paramètre. Genre, tu le prends, voilà, c'est ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, malheureusement. Mais du coup, il y a ce boulot de paramétrage. Et c'est ça, au final, qui fait la différence. Puisque moi, je me rends compte qu'on a des dossiers ultra bien paramétrés. Et du coup, en termes de production, qui nous prennent un petit peu moins de temps et on peut se focaliser sur le client. Et d'autres qui ont moins bien paramétré les dossiers, et du coup, tu passes beaucoup plus de temps, et puis c'est du temps que tu peux pas accorder au client. Donc, le but, c'est de, justement, avec ce responsable qualité, c'est d'aller chercher où il y a des failles, de faire des tests par sondage. Nous, on a aussi décidé de faire 2 fois par an maintenant, à partir de cette année, des enquêtes de satisfaction. On a pris au cabinet une personne dédiée qu'on appelle, ça fait bien, alors je vais le dire en anglais, qui s'appelle Customer Success. Voilà, donc qui fait les onboarding. Donc tous les nouveaux clients passent dans ses mains. Il y a un onboarding qui va de 30 minutes à 1 heure. Elle présente le cabinet, elle présente comment on travaille, elle présente les outils, elle présente nos filiales, elle présente les équipes, elle rappelle les obligations du client. Transmettez vos pièces. Tu vois, genre vraiment des trucs essentiels. Elle les avertit sur des points de vigilance et tout. Et puis ensuite, quand le client arrive dans les mains de son collaborateur, là où il faut créer de la confiance, du coup, le dossier il est déjà prêt. Et c'est ça de moins à faire pour le collaborateur. Et ensuite, il peut pleinement se concentrer sur le boulot du client, quoi. Tu vois, je me posais la question la fois passée sur les outils. Au début, tu as parlé de la facture électronique, que les outils, ils aident à faire du traitement de la comptabilité en plus gros volume. Tu vois, je me suis dit,
à un moment donné, est-ce que le cabinet il va augmenter la qualité de son service? Est-ce qu'il va prendre plus de clients pour faire uniquement la même chose? Tu vois, puisqu'il va pouvoir en traiter plus rapidement. Il va pouvoir faire, au lieu de passer, je sais pas moi, un jour sur un dossier, il va passer une demi-journée. Donc, du coup, il va pouvoir prendre deux clients pour faire que la même chose. Tu vois? Comment tu vois un peu l'avenir, toi, dans cette profession, avec l'utilisation des outils? Comment le cabinet d'expertise comptable, il peut se réinventer? Tu vois, il y a des gens, ils flippent quand même, tu vois? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je sais pas s'ils ont raison de flipper. Peut-être que moi j'ai tort de ne pas flipper. Peut-être que je me rendrai compte dans quelques années que j'aurais dû flipper un peu plus. Mais je pense que, alors sans faire de politiquement correct ou de langue de bois ou quoi, tu vois, je pense qu'en vrai, tout ça c'est une chance. Moi je le vois comme ça parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on se prenne la tête pour la collecte des documents. J'en ai vraiment marre. Franchement, c'est vraiment chiant. Et du coup, je me dis que ça peut que nous apporter du plus. Après, c'est vrai que on risque d'avoir des honoraires qui tendent à la baisse sur la partie production, ce qui serait pas illogique en soi. Donc, on risquerait d'avoir des problèmes de rentabilité, parce que les salaires de nos collaborateurs ne vont pas aller en baissant, au contraire. Et du coup, tu pourrais te poser des problèmes de rentabilité et effectivement te dire, bon, bah, pour compenser ça, je vais, un collaborateur qui traite, je sais pas moi, 40 clients aujourd'hui, ils vont en traiter 70 demain. C'était la question qu'on s'est posée aussi, hein, parce qu'on a exploré toutes les pistes. Et en vrai, je pense que c'est pas forcément la bonne solution parce que moi, je veux que mes collaborateurs, ils montent le panier moyen, en gros, tu vois. Aujourd'hui, on est une entreprise avant d'être un cabinet comptable. Et ça, il y en a plein qui l'oublient parfois. C'est pour ça que des fois, j'ai rien contre les experts comptables, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'experts comptables qu'on passe côté entrepreneurial. Ils montent un cabinet et en fait, ça s'arrête là. Les clients viennent, bon, bah, ils les traitent et puis basta. Ah ouais, non, faut déménager, quoi. Faut dérouler, tu vois. C'est ça. Faut le faire croître, tu vois. Voilà. C'est pas rigolo sinon. Bah sinon, ça m'amuserait pas. En tout cas, moi, je prends du plaisir à ça, tu vois. Moi, aujourd'hui, mon rôle au cabinet, c'est beaucoup ça. C'est le développement. Et tout à l'heure, je t'ai parlé d'objectif de doubler. C'est un vrai objectif. Et si on n'y arrive pas, bah, je serai le premier à être en échec. C'est vraiment mon rôle. Et du coup, je pense que ce côté automatisation, facturation électronique, etc., ça va nous permettre de vendre d'autres missions. Ça va nous permettre de faire des choses nous, on a la chance de faire déjà un petit peu aujourd'hui, mais qu'on fera encore plus, parce que nos collaborateurs, ils vont être plus dispo pour les clients. Mon associé m'a dit un truc il y a 4 ans, Cédric, il m'a dit, aujourd'hui, les échanges, c'est 80% avec les clients. Les échanges, c'est 80% sur de la relance de pièces, 80% sans valeur ajoutée et 20% avec de la valeur ajoutée. Et il m'a dit, il y a 4 ou 5 ans, il m'a dit, moi, je veux retourner ça. Je veux que nos échanges, ce soit 20% sur de la collecte, etc. et 80% sur de la valeur ajoutée. On était tous d'accord, donc on a créé au cabinet une équipe pilote. Cette équipe pilote, elle testait les outils, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'outils. On en a testé qui sont encore là aujourd'hui, on en a testé qui n'existent même plus. Et en fait, on s'est dit, au final, bon, on va travailler avec plusieurs outils, parce qu'il n'y a pas un outil aujourd'hui qui est parfait pour tout type de client, pour tout secteur d'activité. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Et du coup, on a testé plein d'outils. Et puis, c'est comme ça qu'on en est arrivé, tu vois, au constat de l'idée, c'est vraiment de renverser cette relation avec le client. Et je pense que la ligne d'arrivée qui est la facture électronique, une fois qu'elle sera déployée, ce sera ça. Ce sera vraiment d'être dispo pour le client, d'être là pour lui en permanence, de l'accompagner. Moi, j'ai plein d'idées avec la data aussi, tu vois, et c'est des choses qu'on peut difficilement faire aujourd'hui. On s'est mis sur Power BI, mais aujourd'hui, la data qu'on peut utiliser dans les logiciels de production comptable, puisque on est cantonné à ça, c'est des OCR et compagnie, elle n'est pas assez puissante aujourd'hui pour faire ce qu'on a envie de faire, tu vois. On a des idées, mais on n'est pas capable de les réaliser parce que la data, elle n'est pas exploitable jusqu'où on veut aller. Alors qu'avec la facture électronique, ce sera le cas. Donc, en fait, faut se réinventer. Ouais, en fait, mon humble avis, tu sais, de mon avis extérieur, tu vois, comme je suis entrepreneur aussi, et que même si je fais pas mal de cours en comptabilité, gestion, en réalité, moi, je déteste faire ce travail. En fait, je déteste avec la relation avec le collaborateur, pouvoir
traiter les pièces. Tu vois, je trouve ça horrible et je pense que je suis un des plus mauvais élèves. Mais j'avoue, j'ai plein d'idées dans ma tête où j'aimerais trop que on puisse parler d'autre chose que de ça, tu vois. Et en réalité, quand tu es un entrepreneur, une fois que tu as fait ta compta, mais ça y est, le champ des possibles, il s'ouvre dans ton esprit. Parce que comme tu n'es plus cantonné à te dire, il faut que je respecte mon obligation légale, eh bien, tu peux t'autoriser à penser à autre chose. Même si j'ai 10 000, 20 000, 100 000, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux investir? Oui ou non? Dans quoi? Et donc, si tu as quelqu'un qui peut t'aiguiller, eh bien, ça peut être intéressant. Du coup, vous avez quand même une petite concurrence, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais avec des gestionnaires de patrimoine, par exemple, parce qu'eux, ils font un peu ce boulot-là. C'est pour ça qu'on a créé notre filiale dans la gestion patrimoniale, où on a un gestionnaire de patrimoine qui est expert comptable d'ailleurs, mais qui n'exerce pas, qui n'est pas inscrit à l'ordre, qui fait que de la gestion patrimoniale depuis toujours. Et du coup, on a créé cette filiale-là pour justement répondre à ses besoins en matière de conseil patrimonial. Ça va du placement financier aux défiscalisations, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc. Développement de patrimoine immobilier. Voilà. Mais on sait que les gestionnaires de patrimoine, en fait, si tu veux, ils font très bien ce métier-là. Mais à la différence de nous, c'est qu'ils n'ont pas forcément le flux qu'on a. Parce que nous, on a toute la donnée de nos clients. Aujourd'hui, quand on parle avec un client et qu'il nous dit « Ah super, je suis content, cette année se passe bien » et que nous, on est capable de lui dire « Bah oui, effectivement, tu as fait une super belle année. Ça fait 3 ans maintenant que tu exerces. Tu loues encore tes bureaux. Ce serait bien que tu achètes tes bureaux, que tu crées une structure comme ci, machin. » On lui explique. Et puis, on a plein de clients qui parfois n'y pensent même pas à ça. Ils sont dans leur truc et quand on leur dit ça, ils disent « Ah oui, vous pensez que... Bah oui, c'est le moment et t'as aujourd'hui la solidité pour le faire. Tu vas voir ta banque, ça va le faire, il n'y aura aucun problème. » Et tu vois, ça après... 5 ans plus tard, le client il te dit ah merci du conseil, tu vois. Moi je sais que je garde un souvenir où c'était donc maintenant j'habite donc dans le sud, pas loin de chez toi, mais à la base je suis de région parisienne et en fait j'ai un de mes anciens voisins et je venais d'emménager. Il me dit voilà, je suis informaticien, j'en ai marre, je paye 1 tonne en impôts, en charges sociales, ça me tue. Il me dit voilà, je travaille très très dur et je lâche plus de 50%. 60% même, ça faisait. Il me dit j'en ai marre. Je lui dis bah écoute, puis on fait un rendez-vous, j'essaie de voir si je peux t'aider et puis on en rediscute, tu vois. Et en fait, du coup, il travaille avec nous 2 ans après. Donc là, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a peut-être 6 mois, 8 mois. Il m'envoie un message et il me dit merci, t'as changé ma vie. Et je lui dis je comprends pas pourquoi en fait. Ouais. Donc je lui dis ah bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ça faisait un moment que je l'avais pas eu parce que j'ai déménagé il y a 2 ans. Ouais. Donc je l'avais eu un petit peu pour sa boîte mais pas beaucoup, tu vois. Et il me dit parce que grâce à toi, j'ai pu acheter ma maison. Et en fait, il avait un projet d'acquisition de sa maison depuis des années. Et en fait, sa structuration actuelle lui permettait pas, en fait, parce que du coup, il avait tellement une pression fiscale et de charges sociales qui était élevée que du coup, ça lui tapait ses revenus, tu vois. Et du coup, tu vois, ça, c'est des trucs où tu te dis, OK, là, ça a du sens. C'est là où quand tu as quelqu'un qui a des connaissances que l'entrepreneur n'a pas, là, je me fais pas l'avocat du diable ou l'avocat de l'expert comptable, mais c'est en mode, quand tu prends quelqu'un qui a plus de compétences sur toi, sur des sujets, tu discutes avec lui 3 minutes et la personne, elle sait tout de suite où est-ce qu'elle peut te ramener, tu vois. Et toi, en fait, tu le savais même pas. Et comme tu le savais pas, eh ben, tu prends des mauvaises décisions. Et quand tu bosses avec quelqu'un, tu vas le payer un peu, ça va te coûter un petit billet, mais en même temps, après, eh bien, tu peux être tranquille pour sa vie. En tout cas, par rapport à lui, c'était son rêve, c'était son kiff, et donc ça lui a fait du bien, tu vois. Mais surtout qu'en tant qu'expert comptable, nos sujets sont hyper variés parce que on peut diriger nos clients aussi sur de la succession, tu vois, il y a des choses que les gens ne pensent pas, ne prévoient pas parce qu'ils sont encore jeunes, mais ils ont quand même des enfants. Sauf qu'il faut prévoir des choses et tu vois, c'est plein de sujets où nos collaborateurs, s'ils n'ont pas de temps parce qu'ils sont dans la prod, ils peuvent pas en parler avec les clients, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même nous, le modèle qu'on a aujourd'hui, on le réfléchit en permanence. On réfléchit le modèle qu'on a aujourd'hui parce que je sais que on a cette problématique de volume entrant où on a beaucoup de nouveaux dossiers. Et en fait, si je pouvais recruter toutes les semaines, bah, je serais content. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas recruter comme ça aussi facilement parce qu'on ne reçoit pas énormément de profils. C'est
extrêmement intéressant. Tu vois, je trouve que dans cette industrie et cette filière, il y a tellement de problèmes à résoudre, mais qui sont hyper intéressants, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, hyper intéressant, d'un point de vue intellectuel, à Ouais, résoudre. voilà, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Un peu stressant, c'est voilà, vrai. c'est ça. Sinon, c'est un peu stressant. Mais en mode, il faut taffer l'attractivité, donc il faut donner envie à des gens de rejoindre la filière, tu vois, parce que sinon, on n'a pas de main-d'œuvre. Mais du coup, quand tu arrives dans la filière, bah, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te contentes à faire que de la production comptabilité, ou alors on te promet du conseil. Sauf que pour avoir du conseil, il faut que tu sois éduqué. Et ce qu'on t'apprend à l'école, bah, ça marche pas. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes autre chose que ce qu'on t'apprend à l'école. Mais comme bah, il faut avoir l'autonomie et la curiosité pour pouvoir le faire. Sinon, tu le fais pas. Ou alors, tu rejoins un cabinet pour t'aider à le faire. Mais quand tu arrives au cabinet, bah, il faut que tu fasses de la prod et il faut que tu te formes. Donc, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Et donc, c'est là en tout cas, nous, on réfléchit aussi chez les Geeks des chiffres, tu vois, à résoudre ce problème de manière générale. Mais je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais aussi ce podcast. Hein, tu vois, c'est pour que des étudiants, quand ils l'écoutent, ils se disent, OK, un mec comme Jonathan, bah, soit ça me parle de ouf ce qu'il me dit et ça me fait kiffer et j'ai envie de faire comme lui, ou alors peut-être pas comme lui, mais peut-être créer mon propre chemin, ou alors au contraire, oh là, ça m'intéresse pas et je préfère aller me diriger vers une autre filière qui correspond plus Bien sûr, bien sûr. à mon truc, tu vois. J'ai noté des questions, tu vois, je sais même plus de quoi on parlait, mon cher Jonathan. Bah, on parlait à la base du plan de formation, puis après on est parti sur le développement du cabinet, le positionnement, les problématiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, t'as raison. Et aujourd'hui, c'est comme si je te dis, j'ai une boîte dans l'industrie et j'ai des problématiques de production parce que je peux pas fabriquer assez. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas peut-être changer tes machines ou tu vas déménager, prendre plus grand, tu vas pouvoir stocker plus, etc. Et au final, moi, il y a 5 ans, quand je me suis associé, du coup, moi, je me suis associé en 2017. Et du coup, il y a 5 ans, enfin 5-6 ans maintenant, ça va vite. Et du coup, j'ai dit à mes associés, je ne veux pas penser CK comme un cabinet comptable. Je veux penser CK comme une entreprise et je veux penser CK même comme un industriel. Tu vois, moi, ça a toujours été ça. J'ai lu beaucoup de bouquins sur que ce soit le management, la gestion, etc. Et à chaque fois que je lisais des bouquins, c'était dans des boîtes industrielles, avec du volume, avec de la chaîne de production, etc. Parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à prendre et d'autres à laisser, mais il y a beaucoup de choses à prendre de cette industrie-là, même si on fait du service. En fait, moi, je visualise vraiment l'entrée de mon client jusqu'au moment où on lui délivre son bilan, des conseils, etc. Sur ça comme une chaîne de production qu'il faut lécher au max pour que l'expérience utilisateur, l'expérience client soit parfaite. Tu vois, je m'inspire de ce qu'on fait dans d'autres industries. Tu prends, je sais pas moi, les applications mobiles. Et je sais que l'expérience utilisateur, elle est hyper importante, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut le moins de clics possible, que ce soit faut que ce soit fluide, faut que ce soit beau, faut que ce soit, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs, leur métier, c'est l'UX, hein, et du coup, je me dis, ok, bah ça, il faut que on l'applique chez nous aussi, tu vois. Et donc, l'expérience de nos clients, elle doit être optimisée. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est constamment en train d'évoluer. Là, tu vois, en ce moment, on déploie Notion. Et si on déploie Notion, c'est pas pour dire, bon, super, c'est la mode Notion. Non, c'est parce que, du coup, on s'est renseigné. Et du coup, on se fait accompagner par Agathe sur la partie Notion, qui est vraiment, ils sont top. Et du coup, l'idée à travers ça, c'est d'améliorer l'expérience de nos collaborateurs. Plus facile pour de la recherche documentaire, pour beaucoup de choses. Et aussi l'expérience de nos clients. Voilà. C'est parce que tu peux créer des séquences de mails, tu peux leur partager des tutos, tu peux tu vois, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'aujourd'hui où c'est artisanal. Je veux que CK soit le moins artisanal possible, tout en gardant cette proximité quand même avec le client, bien sûr. Du coup, j'ai une question, j'ai plein de questions qui me sont venues en même temps que tu me parlais. Je reviens un peu sur cette partie accompagnement, conseil aux clients. Comment tu fais, toi, pour être toujours au niveau? On regarde ce qui se fait ailleurs. Déjà, quand il y a des lois de finances qui sortent, etc., on les épluche, tu vois, comme le font beaucoup. Hein. On les épluche et on voit si ça crée de l'opportunité.
Donc il y a comme cette vision business entre l'analyse du document, enfin de l'information juridique que tu reçois, tu vois. Et tu te dis, si ça, je peux le transposer et vendre des missions additionnelles. Voilà. Qui apporte de la valeur au client. Ouais, On ne naturellement. vend pas pour vendre, hein, bien sûr. Mais voilà, on voit si ça crée de l'opportunité. Et quand je dis créer de l'opportunité, c'est et pour nous et pour le client. Bien sûr. Et donc, il y a ça. Et puis, on regarde ce qui se fait ailleurs. Hein. Tu vois, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un truc qui s'appelle LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un partage d'infos permanent. Et moi, je me souviens que, pour le coup, tu vois, pour en revenir à quand j'ai commencé, je regardais beaucoup LinkedIn parce que du coup, j'apprenais des choses. Je trouve que LinkedIn, c'est super pour apprendre. Voilà. Si on est curieux, il y a la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Après, il faut creuser, mais ça ouvre des possibilités. Et des fois, moi, je suis pas expert dans tous les domaines. Et c'est vrai que, tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, je vois passer un post sur la transmission, un truc que je connaissais pas. Et du coup, j'ai regardé, j'ai envoyé ça à mes associés. Et je leur ai dit, vous connaissez et tout. Il y en a un de mes associés qui m'a dit, oui, j'ai déjà entendu parler. Je dis, ok, bon, je vais creuser. Et en fait, tu vois, c'est comme ça qu'on creuse. Après, on interroge des avocats, etc. Et puis, voilà, on monte le fil. Et puis après, on voit si ça crée des opportunités pour nos clients et si c'est des missions qu'on peut vendre. Est-ce qu'il y a des ressources donc, j'ai bien compris que LinkedIn, ça fait partie de ton flux de développement de compétences. Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des ressources que tu as lus qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit d'un point de vue perso, hein, ou alors même qui ont pu transformer des choses significativement dans le cabinet? Tu vois, des fois, tu as une ressource qui a purée et boum, tu le mets en place et après, il se passe quelque chose. Mon associé, il a lu les accords Toltec. Ah ouais. Et ça, il l'a partagé à tout le monde. Et ça, c'est une ligne de conduite, tu vois. Parce que c'est important pour nous, les valeurs au sein du cabinet. Et puis, il y a une bonne ambiance au sein du cabinet. Les gens s'entendent tous bien. Il y a beaucoup de bienveillance et tout. Et on préfère prendre quelqu'un qui arrive, qui est moins bon, mais par contre qui a un état d'esprit qui est positif, plutôt que de prendre le gars qui va arriver et qui va être un peu la star, qui va être très très bon techniquement, qui va savoir tout faire, mais par contre qui va être imbuvable avec les autres. Non, ça non merci. Ouais, c'est clair. Ça pourrit l'histoire. Ça c'est pas possible. Donc mon associé, il a beaucoup lu ça et il nous l'a partagé en séminaire. Ensuite, moi j'ai lu beaucoup de livres, justement, comme je te disais tout à l'heure, sur le management, et d'ailleurs c'était mon sujet de mon mémoire. C'était le management innovant dans un cabinet, et donc j'avais gamifier un peu le management pour le rendre un peu plus ludique, un peu plus sympa. Et en fait, le problème, c'est que je me rappelle jamais des noms des livres. Donc je pourrais te dire, oui, il y a plusieurs livres qui m'ont plu, mais je serais incapable de te dire quel nom. Par contre, j'ai lu le livre que l'autre fois tu as mis sur LinkedIn, qui est piloter une équipe gagnante, et je l'ai trouvé super intéressant. J'ai fait un petit résumé que je t'avais proposé de t'envoyer d'ailleurs, mais bon, tu l'avais déjà lu. Et je me suis fait un petit résumé, et je vais m'en servir pour justement la formation de nos managers sur en fait, on a une formation qui est apprendre à devenir manager, et une formation qui est en gros je suis manager et je veux me perfectionner. Et en fait, dans ces formations là, je vais utiliser un peu de contenu qu'il y a dans ce livre là que je trouve hyper intéressant. Ouais, d'ailleurs, je recommande tout le monde à aller le lire. C'est bâtir et piloter une équipe gagnante. Je crois que c'est ça le titre de la Harvard Business Review. Donc cette revue, eh bien, ils sortent des livres tous les semestres ou tous les trimestres, je crois, sur des sujets. Et franchement, c'est une masterclass dans chaque partie, et il y a vraiment des pépites. Écoute, j'imagine un épisode sur cet ouvrage un jour, en tout cas. En vrai, ce serait intéressant. Ouais, parce que ça apporte beaucoup de valeur sur la complémentarité des profils, ceux qui ont envie de tout déchirer, ceux qui sont plus rationnels, cadrés. Il faut que toute l'équipe puisse réussir à comprendre le schéma de communication de l'autre pour pouvoir se comprendre et créer de la synergie, tu vois. Parce que tu peux pas avoir que des têtes brûlées qui veulent tout défoncer. Il faut créer aussi un peu cette complémentarité avec d'autres personnes qui vont plus tempérer, être plus rationnelles, plus dans les chiffres, analytiques. Mais c'est pareil partout, hein, parce que tu vois, même dans une association, moi je suis un fonceur. Et heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Mon associé Cédric, il est comme ça aussi, voire pire que moi. Ouais. Lui, t'as pas le temps de finir ta phrase qu'il t'a déjà dit, alors c'est bon, tu l'as fait, tu vois, il est vraiment, faut y aller, tu vois. Et notre associé Daniel ou même Julien, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus tempérés, tu vois. Donc ça crée quand même cet équilibre-là, tu vois. D'ailleurs, Julien, que je connais bien et je le salue aussi, tu vois, c'est vrai que c'est pas la même personnalité que toi, tu vois. Il est plus cool, plus tranquille. C'est rigolo. Donc je vois bien ce que tu veux dire. Première question. Quelles sont les compétences et quels sont le profil type que vous recrutez en termes de collaborateurs? J'ai bien compris qu'il y avait
cet aspect sur la culture. Quels sont les points de vigilance que vous regardez en entretien qui vous dit OK, c'est OK pour ces cas ou pas OK? On a une culture d'entreprise forte, c'est vrai. Et du coup, on a quand même l'exigence de recruter des gens qui sont assez ouverts. C'est vrai que les profils un peu renfermés, je comprends que c'est embêtant pour eux parce que ça peut fermer des portes, mais d'un autre côté, si on les prend chez nous, ça va pas marcher, c'est pas possible, parce qu'on a des personnalités hyper fortes au cabinet, notamment quelques personnes dans chaque équipe qui sont vraiment du genre à rigoler, à vanner un peu, à taquiner, à prendre des choses en main, prendre des initiatives, des gens qui prennent un peu de place. Et c'est vrai que si tu as un profil à côté qui est très, très, très renfermé, ça va être compliqué. Donc déjà, il y a cet aspect-là où on veut des gens ouverts et positifs. Donc, on essaye, quand on fait un entretien, c'est les managers qui font l'entretien, les managers d'équipe qui font l'entretien directement avec la future recrue parce qu'elle va intégrer son équipe. La première chose qu'on regarde, c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans le moule CK? C'est ça qu'on se dit. Parce que sinon, ça sert à rien. On va le recruter et puis il va pas s'y plaire et nous, ça va pas marcher. Donc, on va tous perdre du temps, donc ça sert à rien. Donc, il y a ce premier élément-là qui est très, très important. Et puis après, en termes de technique, il y a un minimum, bien sûr. On fait un petit test technique qui est pas hyper compliqué. C'est vraiment le minimum syndical, disons. Et après, on sait que les gens, ils progressent en pratiquant. Donc, mais vraiment, le plus important, c'est ça. C'est l'ouverture d'esprit, le côté positif, bienveillant. Si on a en face de nous quelqu'un qui montre que il veut écraser les autres, parce qu'il y en a qui font un peu ça pour dire voilà, moi je suis motivé, non, ça c'est. Dégage quoi. Moi, j'étais très motivé et j'avais pas du tout ce discours-là et ce serait pas passé sinon. Je serais jamais rentré chez CK si j'avais eu ce discours-là. Et tous ceux qui ont eu cette attitude-là, de toute façon, ne sont plus chez nous. Donc c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Est-ce que pour les experts comptables qui nous recrutent, ou même des collaborateurs qui voudraient intégrer des cabinets, est-ce qu'il y a des échecs de recrutement que vous avez faits, comme toutes les boîtes? Pourquoi vous avez échoué et quels sont les enseignements que vous en avez retirés pour apporter un peu de contexte, tu vois? Alors, il y a eu pas mal d'échecs de recrutement. Ça va de recrutement par défaut, où des fois, il y a tellement pas de profil que du coup, on prend un profil du coup qui colle pas à ce que je viens de te dire. Et du coup, ça marche pas. Ouais, mais bon, des fois, t'as pas le choix. Et du coup, on a pris ces gens-là et puis ça marchait pas. Et puis, donc on savait déjà. On se doutait que ça marcherait pas, mais on laisse la chance et on se dit, bon, allez, croisons les doigts. Sur un malentendu, ça peut passer. Et du coup, ça marche pas. Et puis après, par contre, il y a eu des échecs où là, c'était nous. Soit on n'a pas bien vendu le poste, c'est-à-dire qu'on l'a peut-être trop bien vendu, entre guillemets, sans être vendeur de rêve, mais peut-être qu'on n'avait pas mis assez en avant le côté difficile du métier aussi, quand le mec sort de l'école, et puis là, d'un coup, il se dit « Ah ouais, quand même, il y a du boulot, quand même, tu vois. » Donc, il y a ça, faut pas vendre du rêve, ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Donc, faut dire les choses telles qu'elles sont, ça sert à rien d'enjoliver le poste, tu vois. Il y a ça. Après, sur l'onboarding des collaborateurs, il y a une fois, on s'est planté. On avait recruté un collaborateur qui avait un bon profil et son onboarding a été catastrophique. C'était il y a 3-4 ans. Et en fait, il est arrivé, son poste n'était pas prêt parce qu'il n'avait pas été préparé par l'informaticien. On avait une société externe qui s'occupait de l'infogérance chez nous et qui nous paramétrait les postes. Et puis, il y avait eu un couac dans le circuit. Du coup, il est arrivé, pas de poste, son manager était en clientèle, tu vois, genre vraiment tout qui s'abat sur lui, le pauvre. Donc déjà, quand il arrive, il se dit oula, je suis tombé où, tu vois. Après, on l'a fait travailler sur des dossiers qui étaient franchement dégueulasses, qui étaient horribles. Donc, tu lui montres tous les mauvais côtés. Donc forcément, le mec, au bout de 15 jours, il tape à ta porte et il te dit « Ouais, je pense que ça va pas le faire ». Et du coup, tu comprends pas sur le coup. Et puis après, quand tu analyses la situation, tu te dis « Bah, mais en fait, on a eu tout faux ». Donc ça nous a permis de prendre le recul et de se dire « Ok, donc aujourd'hui, on parle d'onboarding client. Maintenant, on parle d'onboarding collaborateur.
Et du coup, il faut que l'expérience du collaborateur, quand il arrive chez nous, elle soit, même avant qu'il arrive chez nous, c'est-à-dire à partir de l'entretien jusqu'au moment où il est chez nous et que ça y est, il a pris son poste en main, et ben, il faut mettre en place tous les leviers pour qu'il se sente bien. Voilà. Ça, c'est important. Donc maintenant, on a un process. Donc quand il arrive, il y a son poste qui est prêt, bien sûr. Il a la charte CK, on a une charte interne. Donc il y a la charte CK qui est prête sur son poste. Il y a une charte d'accueil salarié aussi, qui est là où on lui présente les outils, on lui donne les chemins d'accès, on lui donne les contacts importants. Il y a un organigramme du groupe, etc. On a une checklist aussi de ce qu'il doit faire pour prendre en main son poste. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est un de nos managers qui nous a proposé ça, et je trouve que c'était une excellente idée. Du coup, on a mis en place un process au moment de son arrivée. Donc, la première semaine, il a un déj avec son manager. Il a un binôme qui est dispo pour lui poser des questions, pour le rassurer s'il y a besoin, etc. Il y a un point qui est fait, je crois que c'est à J+15 ou J+30. Voilà. Et donc, le but, c'est de l'accompagner pour qu'il se dise, OK, je suis arrivé dans un cabinet où je suis pris en main, je suis pas laissé tout seul, voilà, je suis quelqu'un, je suis pas un pion parmi d'autres. Et voilà, c'est ça qu'on a mis en place. La structure, ça rassure beaucoup. D'ailleurs, je recommanderais un livre qui s'appelle Dream Team, qui a été fait par un mec qui s'appelle Ludovic. Et franchement, c'est une masterclass. C'est un bouquin, il est incroyable, tu vois. Justement pour cette phase de recrutement, d'onboarding et aussi faire partir les gens si ils ne correspondent pas à la culture ou à ta vision. C'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à garder quelqu'un par défaut parce qu'on se dit, ah, peut-être que ça peut le faire et tout. Mais généralement, franchement, c'est chaud, quoi. Quand ça va pas, ça va pas. Et ben, ça me fait penser à ce qui m'est arrivé, moi, quand je suis arrivé chez CK. J'ai recruté mon premier collaborateur quand j'ai commencé à avoir un peu plus de dossiers. Et en fait, il était très bien au début, et puis après, ça s'est un petit peu dégradé, et puis ça se passait plus très très bien, et même surtout sur la qualité, tu vois. Et en fait, moi, j'avais trop d'affect. C'était mon premier collab, et quand je faisais les points à chaque fois avec lui, je me disais, bon allez, je lui laisse une chance. Je lui laisse une chance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été pire de faire ça. Pour lui, comme pour moi, comme pour le cabinet. Parce que du coup, il a été de plus en plus mauvais sur les dossiers. Ouais. Il avait plus envie, en fait. Mais il voulait quand même rester. Tu sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, tu es dans ton truc. Et du coup, il faisait un travail qui était pas bon, tu vois. Donc, on a perdu des clients à cause de ça. Donc, déjà, pour le cabinet, c'est pas bon. En plus, moi, je savais plus où me placer. Je me disais, merde. Parce que, bon, je l'appréciais, mais ça rentrait trop dans ma réflexion, tu vois. Et j'avais ce côté un peu nostalgique de c'est mon premier collab, allez, il faut que je persiste et tout, machin. Ouais. Et lui, au bout d'un moment, il est venu me voir en pleurs et il m'a dit, non, mais je peux plus, faut que j'arrête, en fait. Et je lui ai dit, bah oui, mais en fait... c'est ce qu'on aurait dû faire depuis plus d'1 an, tu vois. Et du coup, ça a été un énorme échec. Et par contre, j'ai appris énormément, vraiment. C'était mon premier. Donc, t'as fait le business school du recrutement, là. Ah oui, vraiment. Comme ça. Ah, c'était ça. Et puis, après, les managers, j'avais pas de manager encore que moi, je supervisais, mais depuis, j'en ai plusieurs. Et puis, en fait, je leur explique à chaque fois cette histoire. Et je leur dis, ne refaites pas mon erreur. Ouais, donc, surtout, l'affect, il faut en avoir. On est humain. Avec nos collaborateurs, on est hyper proches. On fait des trucs en dehors du travail, etc. Mais il ne faut pas que ce côté affectif de cette entente-là, elle vienne biaiser ta vision et ta prise de décision. Sinon, tu as tout faux. Ouais, c'est clair, en fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes les choses froidement, moi, ça a pu m'arriver déjà aussi à quelques reprises d'avoir affaire à cette situation. Et franchement, c'est assez horrible à vivre parce que tu te dis purée, etc. Et quand tu mets ton affect juste à côté de toi et que tu es genre hyper cartésien, quoi. C'est ça. Concret, genre en mode pour toi, dégage, toi, le mec qui me... C'est dommage, le pauvre, la pauvre. Et puis, et tu te dis, non, lui, tu le tèges et tu dis, vas-y, regardons concrètement les faits, tu vois, avec des chiffres, etc. Et en fait, c'est vrai que généralement, ça... En fait, en tout cas, ce que disait le livre, c'est que généralement, ça s'arrange assez jamais, en fait, en réalité. Non, tu vois, non, c'est pas possible. Ça perdure, ouais. C'est pas possible que ça s'arrange, en fait. C'est trop compliqué. À partir du moment où ça part trop loin, ça se dégrade trop. T'imagines le parcours du combattant pour revenir à une situation d'équilibre.
Carrément. Super. Masterclass, cette partie-là, franchement, trop bien. Toi, tu t'es associé. Comment ça marche une association? C'était quoi le deal? Tu étais jeune, encore, tu venais tout juste d'être diplômé, c'est ça que tu t'as dit? Comment ça s'est passé? En fait, moi, ce qui s'est passé, et ça donnera peut-être des idées à des experts comptables, parce que je trouve que ce qu'ont fait mes associés avec moi, c'était vraiment super. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec nos managers. Tu vois. Et donc avec nos collaborateurs qui un jour passeront managers et qui pourront devenir associés. Donc je vais te faire toute l'histoire en gros, mais voilà, c'est qu'en fait quand je suis arrivé chez CK, donc je me suis dit ok, c'est un super cabinet, les associés sont cool, j'aime bien l'image, il y avait des beaux bureaux, tu vois, genre vraiment cabinet attrayant et tout. Et je me suis dit on est 40, je suis pas meilleur qu'un autre techniquement. Comment je fais pour me différencier? Tu vois, je me suis vraiment posé cette question-là. Je me suis dit comment je fais pour me différencier? Parce que je savais qu'un jour, une fois que je serais diplômé, soit je serais à mon compte, soit je m'associerais dans ce cabinet. Sauf qu'ils n'en avaient jamais parlé, tu vois. C'est moi qui me suis fait mon truc dans ma tête. Et du coup, j'ai dit, bon, si je veux faire la diff avec les autres collaborateurs, je vais faire quelque chose que personne ne fait, ou quasiment personne ne fait, c'est que je vais apporter des clients. Donc, je me suis mis sur mon temps à développer, via mon réseau, à me développer une clientèle. Donc, j'ai toqué aux portes, en gros. J'ai appelé des gens que je connais qui ont des boîtes. J'ai appelé des amis de mes sœurs, de mes parents, de machin. J'avais un discours qui était sûrement nul parce que je commençais. Je savais même pas ce que je devais vendre au début. Mais en fait, quand j'ai réussi à amener le premier dans le bureau, ce que Cédric a très bien fait, c'est que Cédric, il m'a dit, allez, fais le rendez-vous avec moi. Donc du coup, j'ai fait le rendez-vous de prospection avec Cédric. Et là, j'ai fermé ma bouche. Et oreille attentive, mais puissance 10 000. Et j'ai bu les paroles. Éponge. Ah, éponge totale. J'ai appris, mais en 1 heure de rendez-vous, j'ai appris ce que j'aurais appris en 6 mois, tu vois. Vraiment. Parce que Cédric est très très bon déjà et parce qu'il y avait plein d'infos et je voyais comment il amenait les choses, comment il parlait et tout, tu vois, c'était vraiment très intéressant. Donc je me suis dit ok, je vais essayer de reproduire ce discours là. Je me suis dit on verra bien si ça va marcher. Et donc petit à petit j'ai ramené des clients. Je l'ai fait parce que j'avais confiance au cabinet. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, ok, j'ai fait quelques mois après mon arrivée, parce que j'ai vu que c'était un cabinet où on faisait du bon boulot. Il y avait des gens bienveillants, les associés étaient très très bons, leurs clients étaient tous contents. Je me suis dit, ok, donc en plus, j'apporte une super solution à des proches ou à des proches de proches de proches, tu vois. C'était un peu, j'avais fait une liste, tu vois. J'avais mis tous les gens qui étaient entrepreneurs dans mon réseau, et puis après j'avais fait une autre liste avec tous les gens de mon réseau qui sont pas entrepreneurs mais qui connaissent des entrepreneurs. Tu vois, je m'étais fait une liste comme ça, tu vois. Ah ouais, vraiment, vraiment. Et je me suis dit, ok, je vais tous les attaquer, tu vois. Et donc, petit à petit, j'en ai eu quelques-uns. J'ai vu qu'ils étaient tous contents de travailler chez CK. Donc je me suis dit, putain, c'est bien. En plus, ils sont contents. Et donc, un jour, il y a Cédric et Daniel qui me prennent dans le bureau. Ils me disent, pourquoi tu fais ça? Je dis, bah, parce que je veux me différencier. Ils me disent, ouais, mais on t'a rien proposé, en fait. C'est quoi ton intérêt à faire ça, tu vois? Je dis, bah, ils sont contents, vous êtes contents, vous voyez que j'ai confiance en vous, que j'ai envie d'avancer, et voilà, moi, ça me suffit, tu vois. Et donc, ils me disent, ok, bon, à partir de maintenant, on va mettre un truc en place, et puis ça va être valable pour tout le monde. Ceux qui apportent des clients, on leur donne un bonus. Par rapport aux honoraires, il y a un pourcentage, en gros, des honoraires. Je dis, ok, super, bon, bah, très bien. Et ils me disent, qu'est-ce que t'en dis si on te fixe un objectif et quand cet objectif il est atteint, bah du coup on crée une structure, même si t'es pas encore diplômé, on crée une structure et t'es associé sur cette structure. Comme ça, c'est tes clients parce que c'est toi qui les as apportés, donc c'est ta propriété. Donc et là je dis putain mais c'est quoi ces mecs, tu vois? J'aurais rien demandé vraiment. Hein. Ouais. Je me dis putain c'est super fair, tu vois, c'est hyper honnête et tout. En fait, ils avaient réfléchi déjà dans leur tête et puis ils avaient compris que j'étais un profil intéressant pour eux parce que ça allait permettre de dynamiser un peu ce qui se passait au cabinet, tu vois. Et donc, ils m'ont proposé ça. Je l'ai atteint, ce chiffre-là, c'était, bah, je peux le dire, hein, c'était 150 000 euros d'honoraires qu'il fallait que j'apporte. À l'époque, quand ils m'ont parlé de ça, j'avais apporté peut-être 30 ou 40 000, tu vois. Okay. Et du coup, je l'ai atteint en 2017.
Et j'étais pas encore diplômé. J'étais diplômé fin 2017. Et donc, on a créé une entité dans le groupe où j'ai été associé dessus. Entité qui existe encore aujourd'hui et que je continue de développer, tu vois. Je suis associé du groupe, mais on se répartit quand même les entités parce que sinon c'est trop compliqué. Et donc moi je continue de développer celle-là. Et tu vois, on est passé ça fait 5 ans du coup. On est sur cette entité, on est parti de 150 000 euros d'honoraires à 3 millions, tu vois. Et du coup, juste avec du développement commercial et voilà, d'avoir des bons process commerciaux, etc. Mais c'était ça, l'essence du truc, c'était ça. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu te la fermes, en fait. En gros, si je le vulgarise un peu, et tu te dis, OK, maintenant j'ai tout à prouver. Tu vois, je vais pas commencer à tout négocier. Alors, ça aurait pu ne pas marcher, tu vois. Tu as eu de la chance de tomber sur des gens qui avaient une bienveillance dans leur esprit entrepreneurial, tu vois. Mais tu t'es dit, je prouve. Et puis, finalement, cette succession d'actions a fait que tu es passé de 30 000, 40, 150, 3 millions, la stratégie des petits pas. Et en fait, tu faisais ça à côté de ton taf, en réalité. Tu vois, finalement, ça t'a permis de prouver et d'avoir le fruit de ton travail par la suite, alors que tu étais jeune, tu vois. Donc, c'était bien cette maturité d'avoir à cet âge-là, de se dire, OK, je vais. Mais comme tu dis, ce qui est important, c'est que ça dépend sur qui tu tombes. C'est pour ça que j'ai commencé par dire ça va intéresser des experts comptables et je recommande de faire ça. C'est vraiment d'avoir cette vision-là de OK, en vrai, qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, je sais que là, par exemple, j'ai un collaborateur qui est venu me voir, qui me dit, écoute, j'ai envie de développer un réseau que j'ai d'infirmières. Il me dit, voilà, parce que ma tante, elle fait partie d'un groupement d'infirmières, un très, très gros groupement d'infirmières, et elles sont toutes mal conseillées. Je peux leur apporter des choses qu'on fait au cabinet. Donc, j'ai dit, OK, pas de problème, qu'est-ce que tu proposes? Il me dit, bah, je sais pas... qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, tu vois? Je dis, OK, pas de problème, bah écoute, développe ton truc, tu me fais confiance, tu sais très bien que, bon, je vais pas te la mettre à l'envers, en gros, donc développe ton truc, et si on atteint un certain volume, pas de problème, on crée une entité dédiée. Tu répliques, en fait. Je réplique ça. Ouais, tu répliques le Parce que en vrai, c'est ce qui motive, c'est de la reconnaissance. Moi, j'ai tout à y gagner, parce qu'en vrai, c'est quoi sinon? Ces clients, je les ai pas. Mon collaborateur, de toute façon, s'il a cette envie de créer et de développer, s'il le fait pas chez moi, il ira le faire ailleurs. Bah, c'est clair. Autant qu'il le fasse avec nous. Carrément. Et nous, on a tout à y gagner de lui créer son entité. Si jamais il arrive à atteindre son objectif, c'est tout, c'est gagnant pour tout le monde en vrai. Je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Romain Jousselin de Audit CPA, qui est sur le podcast. Et donc, en fait, quand il explique son histoire, je dis, mais comment tu t'es associé? C'est quoi le délire? Il dit, bah, ramène du chiffre d'affaires, c'est tout, tu vois. Point. En plus, Audit CPA et nous, on a un cabinet un peu similaire. Ouais, exactement. On est souvent sur les mêmes dossiers parce qu'ils font aussi beaucoup d'acquisitions clients. Et du coup, on est souvent en front avec eux. En plus, ils travaillent avec Penny Lane. Yes. Et nous aussi, on a une partie du cabinet qui travaille avec Penny Lane. Du coup, on est souvent avec eux. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je devais déj avec un des associés d'Audit CPA parce que je pense qu'on peut faire des trucs ensemble. Parce que nous, on est plutôt dans cet état d'esprit-là, tu vois. On est concurrents, mais c'est vrai qu'on s'entend très bien avec nos concurrents. Et je pense qu'en vrai, il y a des choses qui font mieux que nous, des choses qu'on fait mieux qu'eux. Et il y a peut-être matière à travailler ensemble sur certains sujets, tu vois. Carrément. Mon cher... Jonathan, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Quasiment, c'était vraiment hyper intéressant, hyper riche. Je voudrais parler un peu de market, quand même, un peu de marketing, parce que le marketing, c'est un sujet aussi. On a souvent cette vieille image de l'expertise comptable un peu vieillotte, un peu genre ça communique pas. C'est quoi un peu les stratégies marketing que vous mettez en place chez CK et qui apportent du résultat pour vous? Alors en fait, nous, ça fait déjà, on a commencé par faire de la com, beaucoup de com. On faisait pas de market au départ. Et on a même augmenté notre rythme de com pendant le confinement. On était super présents. On faisait vraiment des coms très, 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 très souvent, que ce soit à l'égard de nos clients, sur les réseaux, etc. C'était très, très, très important pour nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant ça, on avait un client qui a une agence de com qui bosse super bien. Et en fait, il est venu nous voir un jour et il nous a dit, bon, voilà, les gars, il y a un mec qui veut me racheter. Donc, je vais sûrement arrêter de bosser avec vous. Et puis, et nous, on a dit, non, c'est pas possible.
Ah non, c'est pas possible, faut qu'on continue à travailler ensemble, tu vois. Et du coup, il dit oui, mais bon, j'ai une opportunité. On lui a dit bah pas de problème. Bah nous on te rachète une partie de ta boîte et qui devient du coup filiale du cabinet et comme ça on continue de travailler ensemble. Et à l'époque, il avait 3 personnes, je crois. Aujourd'hui, ils sont 10, tu vois. Ah, trop bien. Et ils sont dans nos locaux dans le 8e. Et en fait, on faisait que de la com. Et il y a un jour, je me suis dit, putain, c'est un certain budget. Et c'est con de pas bonifier ce budget com par du market, c'est-à-dire de l'acquisition client, parce que souvent les gens font un peu l'amalgame entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pour convaincre mes associés, parce que mes associés, ils ont toujours eu une croissance à 2 chiffres depuis des années, donc il a fallu leur faire comprendre que aujourd'hui, il faut faire de la com et du market, tu vois, pour se développer encore plus vite. Et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez la différence entre la com et le marketing? Et là, c'était genre vraiment, et les managers pareil chez nous. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font vraiment qui confondent un peu les deux, tu vois. Ils vont te dire, alors la com, c'est quand tu communiques, le market, c'est les visuels, tu vois, genre vraiment des trucs. Et en fait, quand tu sais pas, du coup, bah, tu peux pas exploiter le truc. Et donc, je leur dis, non, c'est juste qu'aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses de communication et ça nous apporte pas de clients. Ça nous crédibilise quand il y a un prospect qui arrive. C'est-à-dire que du bouche à oreille, etc., bah, il va sur notre site, il voit notre blog, il voit les articles, il voit les réseaux sociaux, etc. Il se dit, bon, c'est un cabinet sérieux. Donc, ça nous crédibilise et ça joue un petit peu sur le commercial à ce niveau-là. Mais par contre, on fait pas du tout d'acquisition. Et donc, j'ai dit, bon, les gars, est-ce que vous êtes chauds? Faites-moi confiance. Venez, on crée un département market. Et donc, ils m'ont dit, allez, go. Donc, on a recruté une personne qui fait du market et de la com, de market commercial. Et donc, il y a cette agence de communication, ils travaillent ensemble. Et nos canaux, c'est on a un peu tout testé, tu vois, au début. On n'avait pas mis beaucoup de budget. On s'est dit, OK, on va y aller à tâtons pour voir un petit peu ce qui fonctionne. On sait que ça marche parce que quand tu vois des numbers, l'expertcomptable.com, quand tu vois des Keobiz, etc., c'est des cabinets qui se développent très, 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 très vite et sur des positionnements. Bon, très digitaux ou autres, mais sur des positionnements spécifiques. Donc, on sait que ça marche. Il faut juste trouver ton positionnement à toi, donc mettre en place ta campagne de com qu'il faut, avec ta campagne marketing, etc. Et donc, au final, on fait beaucoup de Google Ads, parce qu'on s'est aperçu que c'est ce qui fonctionnait quand même mieux pour nous, pour notre positionnement en tout cas. Facebook Ads, un petit peu moins. Et puis après, c'est aussi travailler sur l'image de notre image à nous, en tant qu'associés. D'être visible, d'être là comme là aujourd'hui, de participer à des podcasts, de faire nos propres podcasts peut-être un jour, d'être actif sur les LinkedIn, de publier. Antoine, du coup, qui s'occupe de notre com, il me tanne le cerveau pour que je fasse des reels sur Insta et que je partage de l'info sur Insta. J'ai du mal à m'y mettre, mais là, ça y est, je me suis décidé. Donc, à partir de cet été, je vais m'y mettre. Et donc, le but, c'est d'être visible à fond, quoi. Super. Merci, Jonathan, pour cet échange. C'était un vrai plaisir pour moi de pouvoir beaucoup de pépites qu'on a retirées là-dessus, sur la partie recrutement, marketing, qualité, commerce, formation. Là, je pense qu'il y a une vraie masterclass générale, donc c'est vraiment top. Merci pour tout. Si les gens veulent te retrouver, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur LinkedIn? Eh ben, sur LinkedIn, sur Insta. Allez consulter notre site aussi, ck.fr, vous verrez ce qu'on propose. On a un blog avec des articles, avec du contenu, c'est vraiment intéressant. Donc, top, on mettra tout ça en description de cet épisode. Sur ce, mille merci, mon cher Jonathan. Toi. Merci Nico. Merci mes chers amis du podcast Les Guides des Chiffres d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, eh bien sentez-vous libre de le partager à tous les gens que vous pouvez connaître. Un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!